Good Morning Business, le grand entretien. On va parler de l'actualité internationale avec notre invité Patrick Martin-Genier. Bonjour, vous êtes professeur à Sciences Po Paris. Les bureaux de vote ont ouvert depuis 17 minutes parce qu'on a une heure de décalage avec la Grande-Bretagne. Donc ils viennent d'ouvrir. On aura les résultats dans la nuit de jeudi à vendredi. On faisait ce matin, on regardait le détail de l'économie britannique. 8 ans après le Brexit, c'est quand même très compliqué. Ça reste au niveau général inférieur à l'Union européenne. Le Brexit a coûté très cher. Le Brexit a coûté trop cher et très très cher. Ce sont essentiellement les ménages en situation de difficulté qui ont souffert parce que cela a entraîné une diminution du commerce essentiellement avec l'Union européenne puisqu'il y a eu des barrières tarifaires, non tarifaires, des taxes, un renchérissement des produits de consommation, d'alimentation, de l'énergie. Effectivement, aujourd'hui on peut dire que c'est dans une grande souffrance économique et sociale que les électeurs se rendent aux urnes. Alors il y a un espoir quand même qui est aujourd'hui dans la tête des électeurs, mais aussi quand on voit un petit peu frétiller les indicateurs économiques autour de Keir Starmer. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Il a quand même cette vision vis-à-vis de l'Europe beaucoup moins radicale. Il veut remettre en place certains échanges. Bon, ça ne veut pas dire qu'on va revenir sur le Brexit. C'est quoi sa vision de la relation avec l'Europe? Il a constaté effectivement les grandes difficultés, l'aspect économique très difficile d'avoir rompu ses relations avec l'Union européenne. Les taxes, et normalement beaucoup de produits qui sont fabriqués au Royaume-Uni viennent de l'Asie ou du Japon, notamment les véhicules électriques, les batteries électriques, avec les taxes qui doivent être imposées. Et également, n'oublions pas, il n'y a pas que l'économie, il y a aussi les universités, les étudiants qui n'ont plus accès à Erasmus, les universités britanniques qui sont dans une situation financière catastrophique car ils ne perçoivent plus des fonds de l'Union européenne. Donc la perspective de Keir Starmer, le dirigeant travailliste, qui devrait remporter une majorité absolue, c'est de tenter de renouer le fil avec l'Union européenne, sans pour autant intégrer de nouveau l'Union européenne, mais éventuellement renier sur le marché unique, baisser les barrières tarifaires, les taxes, et c'est bien cela qu'il veut faire. C'est une approche pragmatique, même si Keir Starmer a pris le soin de préciser qu'il ne reviendrait pas dans l'Union européenne, ni lors d'un premier mandat, ni d'un éventuel second mandat. Mais c'est important pour les gens qui nous écoutent. Vous pensez qu'il pourrait y avoir une circulation des personnes plus simple pour les étudiants, pour certains travailleurs? C'est exactement ce qui est en train de se passer. Même les conservateurs ont réalisé que c'était véritablement dommageable pour l'économie britannique, pour les jeunes. Donc ils ont tenté de revenir dans des programmes scientifiques et même les conservateurs ont tenté de revenir sur ces programmes tels que Erasmus, même si ce n'est pas encore le cas. Et on voit bien effectivement que face à la catastrophe du Brexit, eh bien que ce soit les conservateurs, mais c'est trop tard pour eux, c'est le programme des travaillistes ce soir qui seront probablement qui vont avoir une majorité absolue. Keir Starmer sera le Premier ministre. Ils vont tenter de renouer les liens, notamment pour les jeunes, notamment pour la main-d'œuvre. Beaucoup de travailleurs ont été obligés de partir, n'ont plus eu de titre de séjour pour travailler, notamment dans les services publics, les infirmiers, les infirmières, les médecins, et on manque considérablement de main-d'œuvre au Royaume-Uni. C'est un marché du travail extrêmement dégradé, et donc je crois que Keir Starmer l'a compris. C'est donc une approche pragmatique pour renouer les liens avec l'Union européenne et tenter de diminuer les effets complètement négatifs du Brexit. Alors vous dites approche pragmatique, ces travaillistes, ils ont beaucoup changé quand même ces derniers temps. Désormais, ils sont business friendly. On a vu l'ensemble de la presse économique voter pour Keir Starmer, d'allant du Sun au Financial Times. Ils ont changé leur programme, clairement. Oui, vous savez, les travaillistes n'ont jamais été, on va dire, comme la gauche socialiste, très à gauche. Ce sont des gens pragmatiques, un peu comme les démocrates aux États-Unis. Ils restent dans le système économique, même s'ils veulent renforcer le droit des travailleurs, ils l'ont dit, mais manifestement, effectivement, ils sont pour relancer l'économie, et notamment par rapport au taux directeur de la Banque d'Angleterre qui est trop élevé. Ils espèrent favoriser la venue d'entreprises au Royaume-Uni. N'oublions pas que c'est effectivement un monde économique global, il n'y a pas que l'Union européenne, donc ils vont favoriser l'entrée des entreprises.
entreprises. La difficulté, c'est de savoir est-ce qu'ils vont augmenter les impôts ou est-ce qu'ils vont les diminuer, car on sait par ailleurs que le service de santé est dans une situation catastrophique, les services publics ne peuvent plus être financés, ce sont des files d'attente considérables pour aller voir. Ça, c'était un point clé de la campagne. C'est un point clé de la campagne. Vous savez, les travaillistes, ils l'ont compris. La grande difficulté aujourd'hui, c'est les services publics, la santé, les médecins, les infirmières, tout cela qui manque, des files d'attente considérables pour se faire soigner. Il faut savoir que c'est 14 millions de Britanniques qui sont dans une situation de précarité, sous le seuil de pauvreté. Et l'aspect social, c'est effectivement le point central de cette campagne électorale. Aspect social et aspect de défense aussi pour l'Union européenne. On a besoin des Britanniques, notamment face à l'Ukraine. Il va y avoir un rendez-vous diplomatique là, entre l'Union européenne et les Britanniques, justement pour parler de ça. Oui, parce que de toute façon, les Britanniques sont incontournables. D'abord, c'est une grande puissance nucléaire, la seule puissance nucléaire européenne avec la France, membre permanent du Conseil de sécurité. Et bien évidemment que pour la sécurité européenne, avec l'OTAN vis-à-vis de l'Ukraine, on ne pourra pas faire sans les Britanniques. Et d'ailleurs, la France a aussi des accords avec le Royaume-Uni qui eux-mêmes sont très liés étroitement avec les États-Unis et l'OTAN. Donc il y aura effectivement des rendez-vous et je crois que la piste pour mieux défendre l'Ukraine, le Royaume-Uni a toujours été là en flèche sur la défense de l'Ukraine. Ils seront présents et ce sera effectivement un allié tout à fait incontournable sur le plan de la défense de l'Europe. Le sommet de l'OTAN, ça sera à Washington du 9 au 11 juillet. On en vient justement aux États-Unis avec ces déclarations cette nuit de Joe Biden. Personne ne me pousse vers la sortie. Je ne vais nulle part. Je reste dans la course jusqu'au bout. Il ne partira pas, Joe Biden. C'est très clair. Alors, on dit qu'il ne partira pas. Il y a des pressions qui sont faites. Vous l'avez vu après ce débat catastrophique avec Donald Trump, le pauvre. Mais il a été meilleur lors d'une réunion après. Et donc, il est bien parfois dans des réunions publiques. Et donc, il faut être extrêmement prudent. C'est pas parce qu'il a 82 ans qu'il n'est pas en situation. Il y a des coups de fatigue. Oui, il y a des coups de fatigue. Donc, nous ne sommes pas médecins. On n'est pas censé savoir si il est atteint de sénescence ou pas. En tout cas, il peut être bon et moins bon. Et il l'a dit lui-même. Donc il y a des pressions aujourd'hui au sein même du Parti démocrate pour qu'il soit remplacé. On parle beaucoup du gouverneur de Californie. On parle de Kamala Harris qui effectivement pourrait venir à la rescousse, vice-présidente. Mais aujourd'hui, il a on va dire les gouverneurs démocrates qu'il a rencontrés à la Maison-Blanche hier, sa famille, beaucoup de gens plaident pour qu'il reste en place parce que de toute façon, il semblerait que ce soit trop tard pour le remplacer face à Donald Trump. Il est meilleur dans les sondages potentiellement quand on teste les autres, Kamala Harris ou le gouverneur de Californie, il est en meilleure position. Il est en meilleure position pour l'emporter. Certains gouverneurs, personne n'en a entendu parler aux États-Unis. Il y a Kamala Harris, mais Kamala Harris, indépendamment de ses propres qualités, n'est pas forcément la personne idoine, elle n'est pas forcément populaire, elle a beaucoup déçu sous ce mandat de Joe Biden. Donc il semblerait qu'il soit encore le meilleur atout du Parti démocrate pour aller jusqu'à la fin, sauf accident de parcours, pour continuer cette campagne. On est à quelques mois quand même, ce sera au mois d'août, de la Convention démocrate. Donc je crois que c'est trop tard. N'oublions pas non plus que tout ne doit pas se focaliser pour un homme, mais qu'aux États-Unis, le débat est un débat pour la démocratie, pour les valeurs. Et on voit bien que beaucoup de ces valeurs sont en danger, notamment avec la décision de la Cour suprême récemment de dire qu'il y avait une immunité totale de Donald Trump pour les actes qu'il avait fait lors effectivement de sa présidence. On n'a pas parlé de Michelle Obama. Ça, c'est pas une piste possible, en tout cas pas à court terme. Vous savez, le court terme, c'est bientôt. C'est le très très court terme. Effectivement, il paraîtrait que Michelle Obama serait en situation de pouvoir battre Donald Trump. Dans les sondages Dans les sondages, effectivement. Face à une société américaine qui est considérablement fracturée, elle possède manifestement des atouts. Le problème, c'est que va-t-il se passer dans les mois qui viennent? Il y a quand même Kamala Harris, désolée, elle est là, elle est vice-présidente des États-Unis. Il pourrait éventuellement démissionner, Joe Biden, ce serait elle qui deviendrait présidente. Elle serait le meilleur atout. Donc il y a effectivement aujourd'hui deux femmes qui sont en situation de battre Donald Trump, on pourra dire Kamala Harris en situation institutionnelle et en situation effectivement dans les sondages Michelle Obama qui toutes les deux ont des atouts considérables dans cette campagne, mais on verra bien dans les semaines qui viennent. On en vient à la France et la France dans le monde, peu importe ce qui va sortir des urnes dimanche, on va être affaibli clairement sur le plan international si on a de l'instabilité
instabilité gouvernementale, si notre économie est en difficulté. Comment vous voyez les prochains mois pour le pays ? Ça va être extrêmement difficile parce que déjà que la France était affaiblie, je regardais la distribution des postes récemment au niveau de l'Union européenne. Vous vous rendez compte que ça fait entre 25 et 30 ans que la France n'a pas exercé de présidence, soit du Parlement européen, soit de la Commission européenne. Et la France n'a jamais été présidente du Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement. Donc il y a longtemps que nous sommes un peu évincés des postes principaux. Et la situation politique qui va sortir des urnes dimanche soir risque de nous affaiblir encore plus. Parce que selon les sondages, il n'y aura pas de majorité. Donc ça va affaiblir la France. Quel sera le pouvoir exécutif ? Est-ce que nous serons en mesure de faire prévaloir des points de vue ? S'agissant des mesures économiques, on sait que l'Allemagne, qui est attachée à une très très grande rigueur budgétaire et financière, a peur de ce qui va se passer en France. Et une France faible risque de l'affaiblir considérablement, non seulement sur la scène internationale, mais sur la scène européenne également, à très court terme. Donc tout le monde est inquiet. Et je crois que malheureusement, la situation ne va pas s'améliorer dans les semaines qui viennent. On verra après les élections de quelle façon Emmanuel Macron entend former un nouveau gouvernement. Merci beaucoup Patrick Martin-Geniez d'être venu nous voir ce matin dans la matinale de l'économie.